Bonjour à tous et bienvenue dans Connaissez-vous. On va vous proposer de partir en voyage et de s'intéresser à plusieurs choses. Cette semaine, on va commencer par de la bande dessinée. La bande dessinée documentaire, on ira visiter la Maison des Femmes. C'est une institution qui se trouve dans la banlieue de Paris. On sera avec le dessinateur Nicolas Will qui s'y est immergé. On parlera jazz ensuite avec le Saint Jazz Festival. C'est la pianiste Eve Bevens qui sera avec nous. Et puis on terminera par une pièce complètement loufoque qui s'appelle Le Mystère du Gant de Roger Dupré. Ce sera à voir bientôt au National. Restez avec nous, ça va dépoter. Et on terminera avec un micro ouvert. Jonathan Nguyen viendra nous lire un texte. On est parti. Bonjour Nicolas Wild. Bonjour. Comment est-ce qu'on doit vous présenter ? Comme vous voulez, hein, comme un auteur de bande dessinée, citoyen du monde, je sais pas, être humain d'âge et de taille moyenne. Ouais. Vous avez pris le mauvais fauteuil. Est-ce que je peux vous demander de vous asseoir juste en face ? D'accord. Oh, il y avait un indice en plus. Ah voilà, il y avait un petit indice. C'est quoi l'indice ? Alors c'est un indice, c'est une bande dessinée, c'est moi qui l'ai faite. Ouais. Et donc c'est mon dernier livre, À la Maison des Femmes, qui est sorti il y a 10 mois déjà. Et qui parle donc de la Maison des Femmes de Saint-Denis. Ouais. Près de Paris. Près de Paris, tout à fait. Et que vous venez présenter à Bruxelles. Oui. Vous avez dit dessinateur de bande dessinée, documentariste, j'ai presque envie de rajouter journaliste, parce que votre bande dessinée, c'est pas de la fiction. Non, exact. En fait, c'est des chroniques de cette institution, la Maison des Femmes. Donc j'ai été là-bas pendant 1 ou 2 ans, je suis allé régulièrement. Et j'ai rencontré des gens qui travaillent là-bas et je raconte un peu leur histoire, le fonctionnement du lieu. Donc c'est un peu de journalisme, c'est vrai. Ouais. On va appeler ça de la BD documentaire. C'est un genre qui marche assez bien depuis quelques années. Oui, exact, c'est vrai. Ouais. Vous pourriez le faire autrement, vous pourriez écrire, vous pourriez en faire un film, vous pourriez utiliser un autre média que la bande dessinée ? Je pourrais, mais comme c'est vraiment mon média de prédilection, je fais de la BD depuis l'âge de 4 ans, donc c'est un peu ma façon de m'exprimer, quoi. C'est mon langage, en fait. Ouais. Vous avez fait l'école des arts décoratifs à Strasbourg, Oui, donc alsacien, on peut dire ça ? Oui. Ouais. Et votre premier grand succès en librairie, c'était Kaboul Disco. Vous pouvez nous raconter ce que c'était ? Alors, Kaboul Disco, c'est aussi des chroniques d'un autre lieu. C'est les chroniques d'une agence de com à Kaboul. Donc, j'ai vécu en Afghanistan entre 2005 et 2007. Et donc, j'ai travaillé pour cette agence dans la communication sociale, civique, humanitaire. Donc, on a travaillé pour UNICEF, on a fait des projets contre le danger de l'opium, sur les élections parlementaires. Et à l'époque, déjà, on communiquait en bande dessinée. Donc, on faisait des bandes dessinées éducatives sur des thématiques sociales. Et donc, dans Kaboul Disco, en 2 tomes, je raconte un peu les chroniques de ce lieu et un peu ce qui se passe dans le pays, donc les événements géopolitiques de l'Afghanistan à cette époque. Ouais. Le 2e tome, si je me souviens bien, c'est « Comment je ne suis pas devenu opiomane », c'était ça ? Oui, effectivement, c'est biographique, donc je ne suis pas devenu opiomane. Et donc, le fil rouge, c'est la campagne de com qu'on a fait contre l'opium, donc contre la culture de l'opium. L'usage de l'opium. Voilà. Ouais. Et puis, après, vous avez écrit d'autres choses, notamment, je voudrais qu'on parle de « Ainsi se tue Zarathustra ». Oui. Qu'est-ce que c'était ? Alors, Zarathustra, c'est le prophète qui a créé le zoroastrisme il y a très longtemps. Et c'est une religion qui existe encore, mais il y a très peu de pratiquants, peut-être 200 000 en Iran et 200 000 à travers le monde. Et donc, c'est un peu la thématique de la BD où je raconte la vie d'une famille iranienne, zoroastrienne, qui vit un peu à cheval entre l'Iran et la France. Et parmi ces gens-là, il y a la figure de Cyrus Yazani, qui est le père de la famille, qui a été assassiné en Suisse. Donc, c'est une histoire vraie, toujours, avec une enquête un peu politico-religieuse sur fond de zoroastrisme. Et là, pareil... je m'intéresse beaucoup à la géopolitique de la région, donc Afghanistan, Iran, on est à peu près dans la même zone dans l'ancien empire perse. Ouais. Et c'est 2 pays que je connais assez bien et que j'aime beaucoup. Ouais. On peut dire que vous êtes le vulgarisateur de la géopolitique ? Oh, oui, on peut.
Ouais. Comment est-ce qu'on passe donc de ces voyages en Afghanistan, en Iran, je pense que vous avez également travaillé ou voyagé en Amérique du Sud, à Saint-Denis? Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé, parce que on a l'impression que là vous changez complètement de registre. C'était un petit peu le monde diplomatique en bande dessinée, et puis là on passe sur une thématique qui est très sérieuse, très dure, on va y revenir dans quelques minutes, Ouais. mais qui n'a rien à voir. En fait, là, ce sujet, c'est pas moi qui l'ai trouvé. J'ai été contacté par un agent littéraire qui s'appelle Nicolas Grivel, dont la femme travaille à la Maison des Femmes. Et de fait, il m'a proposé ce projet. On allait ensemble à la Maison des Femmes. Au début, j'étais un peu sceptique. Je ne voyais pas trop ce que je pouvais faire là-bas. Et je suis retourné régulièrement. Et au bout d'une semaine sur place, j'ai décidé de faire cette bande dessinée, donc de raconter ce qui se passe à la Maison des Femmes. Ouais. Alors on va dire, c'est quoi la Maison des Femmes? Et c'est un centre d'accueil pour femmes victimes de violences. Et c'est un endroit pluridisciplinaire. Donc il y a plusieurs professions. Il y a des gynécologues, il y a des policiers par exemple. Les femmes peuvent porter plainte à la Maison des Femmes directement. Il y a des responsables du planning familial, des infirmières. Et donc c'est un endroit qui regroupe toutes ces professions. Et une femme qui a un problème peut trouver la solution à son problème sans changer de lieu. Ouais. Donc si elle a besoin de soins médicaux, d'un avis psychiatrique, de conseils juridiques aussi. Il y a beaucoup de migrantes par exemple qui ont besoin de faire des papiers pour pouvoir voir le On droit peut avoir aussi une aide juridique, Oui. et une aide dans sa démarche pour obtenir un permis de séjour, Oui. etc. etc. Tout à C'est fait. une institution qui a inspiré une institution qu'on commence à connaître un petit peu à Bruxelles, c'est le Centre de prévention des violences sexuelles qui se trouve à l'hôpital Saint-Pierre. Il y a un lien direct entre cet hôpital Saint-Pierre et la Maison des Femmes à Saint-Denis. On est aux portes de Paris, on est au nord de Paris. On va voir quelques dessins et je voudrais peut-être que vous les commentiez parce que vous vous mettez en scène, c'est Oui. raconté à la première personne. Hein. C'est important? Oui, pour moi, c'est un genre de pacte que je fais avec le lecteur. Je me présente et c'est une façon de dire au lecteur venez avec moi, je vous emmène en voyage ou à la Donc là, Maison des vous avez Femmes. le pull rayé avec les petites lunettes, c'est vous? Oui, alors je ne l'ai pas gardé, je ne l'ai plus, mais c'est mon costume de scène. Ouais. Ouais. Quand on vous lit, on se dit ah bah tiens finalement, donc il y a vos interrogations au début, vous racontez toute l'histoire. Et puis, on se dit, il va jamais y arriver. On se dit, tiens, des femmes qui doivent raconter les violences sexuelles qu'elles ont subies, ou les femmes qui doivent participer à un groupe de parole sur l'excision, ou les femmes qui sont en attente d'une décision administrative, et qui parfois ne maîtrisent pas très bien la langue française, elles vont jamais accepter la présence d'un homme. Et j'étais très surpris. Finalement, on a le sentiment en vous lisant, alors peut-être que vous avez édulcoré un petit peu, mais que vous avez été assez bien accepté, qu'on a accepté de vous parler. Oui, ça m'a surpris aussi au début. Mais en fait, dans un premier temps, j'ai d'abord interviewé le personnel soignant. Et c'est à ces femmes, donc aux professionnels de la santé, que j'ai demandé de me présenter à des patientes, en fait. Donc c'est elles qui faisaient un peu le lien. Et les patientes que j'ai rencontrées, souvent, avaient déjà eu l'occasion de raconter leurs histoires, ou à des psys, ou à des policiers. Et elles étaient assez à l'aise avec la narration de ce qui leur est arrivé. Et il y a eu peut-être 2-3 personnes qui ne voulaient pas parler avec un homme, ça m'est arrivé, je comprends. Et donc ces personnes, du coup, je n'ai pas pu les intégrer dans la bande dessinée, mais dans l'ensemble, la plupart des femmes que j'ai rencontrées qui m'ont fait confiance et qui ont partagé leurs histoires étaient plutôt fières de témoigner, de raconter ce qu'elles ont vécu, et que ça soit diffusé, que ça puisse servir d'exemple et que ce qu'elles ont vécu puisse servir à d'autres femmes en fait. De voir un peu leur trajet, comment on s'en sort, vu que c'est un endroit où on apprend à se réparer et à se reconstruire. À se reconstruire, donc c'est un peu un mode d'emploi en quelque sorte. Est-ce que la bande dessinée, dans ce cas-là, c'est un atout? C'est plus facile de se confier à quelqu'un parce qu'on sait que c'est pas une photo, c'est pas une image tout à fait réaliste? Je pense que oui. Déjà sur place, donc j'avais juste un carnet de croquis, donc je prenais pas beaucoup de place. C'est vrai que quand on vient avec une caméra, la caméra peut faire peur. On a tendance à... Déjà, moi je suis entouré de caméras en ce moment, j'ai un peu peur. Ça va bien se passer. Oui. Mais le dessin, c'est un acte assez doux en fait, dessiner les gens, les représenter. Il y a quelque chose, c'est comme un peu une façon de guérir aussi, enfin un peu une thérapie par l'art. Le dessin aide beaucoup. Il y a des femmes, notamment, il y a des cours
de dessin aussi, d'art-thérapie dans cet endroit. Ouais. Non, moi, je pense que... Vous avez été donc bien accepté. Est-ce que vous sortez indemne de cette expérience, Nicolas Wilde? Pas tout à fait. En fait, c'est vrai que donc, quand on reçoit beaucoup d'histoires et qu'on enregistre les traumatismes des autres personnes et qu'on les raconte ensuite, en fait, on absorbe un peu leur douleur. Notamment quand on dessine la vie de quelqu'un, on se met un peu à sa place. Donc on revit de façon indirecte des traumatismes, des événements tragiques. Ouais. On va quand même dire que c'est parfois lourd et Oui, on prend des chocs en tant que lecteur. Parce qu'il y a des récits de violence, il y a des récits d'immigration, on a traversé la Méditerranée, on a dû affronter des grands dangers, il y a des récits d'injustice, ça nous choque quand même. Oui, donc c'est un endroit où il y a toute forme de violence faite aux femmes en un seul endroit. Donc c'est vrai que quand on arrive la première fois, j'étais peut-être pas bien préparé, mais c'est une thématique, enfin, comment recevoir la violence. J'en parlais beaucoup avec le personnel soignant. C'est vrai que les femmes qui travaillent là-bas parfois, elles ont besoin de recul et de respiration pour pouvoir aider correctement les gens. Parfois, il faut aussi ne pas trop s'approprier leur douleur. Il faut... Ouais. Vous en parlez souvent, hein, du dévouement Oui. de ce personnel. Et il y a d'ailleurs un personnage qui est un petit peu extraordinaire. Hein, c'est la Ghada Hatem, c'est la créatrice, la gestionnaire. Enfin, elle inspire cette maison des femmes, autant qu'elle la dirige. Oui, Rada Hatem, ouais, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. C'est elle qui a créé la Maison des Femmes et qui avait un peu une vision et qui est très... Oui, et c'est pas simple, hein. Vous dessinez Oui. notamment un épisode où elle doit aller au Parlement pour chercher des subventions, des subsides. C'est vrai que, ouais. Elle se bat, hein. Au début, les gens ne comprenaient pas trop ce que serait la Maison des Femmes. Donc les gens étaient un peu timides dans un premier temps pour les financements. Et comme c'est un modèle qui a bien fonctionné, qui est un lieu vraiment utile, et maintenant, je crois que c'est plus simple par rapport aux subventions. Et il y a plusieurs maisons des femmes qui ont ouvert un peu partout en France. Donc maintenant, c'est quelque chose d'acquis, c'est un endroit utile et indispensable. Ouais. Et c'est vrai que pendant plusieurs années, elle a dû se battre pour trouver des financements. Vous qui êtes resté plusieurs mois, Ouais. les femmes qui passent par la maison des femmes et qui viennent donc pour parler de leur traumatisme, pour déposer plainte, pour essayer de se faire aider dans une démarche administrative, elles en sortent guéries, réparées. Je ne sais pas quel est le bon terme qu'on doit utiliser. C'est vraiment du cas par cas, en fait, on ne peut pas savoir. Il y a souvent, quand on est victime de violences conjugales ou de toute forme de violence, on ne guérit jamais vraiment. Mais il y en a qui vont mieux, c'est clair. Notamment grâce aux groupes de parole, aux activités, genre des activités de groupe, à travers l'art, à travers la musique, à travers la photographie. Il y a des amitiés qui se font, des personnes qui vont là-bas. Mais c'est un endroit indispensable. Ouais. Vous auriez pu dessiner un projet auquel, en tant que citoyen, vous n'auriez pas cru, que vous n'auriez pas eu envie de soutenir? Non. Non. C'est une des raisons pour laquelle j'ai fait ce livre. Je voulais que les gens savent ce qui se passe là-bas et à quel point c'est utile. C'est un endroit qui m'a beaucoup ému et beaucoup inspiré. Voilà. Eh ben, je confirme qu'en tant que lecteur, ça nous émeut également, que ça nous touche, qu'il y a des descriptions, des récits qui sont très choquants dans cet ouvrage, mais que c'est justement une raison de ne pas fermer les yeux. Ça s'appelle La Maison des Femmes. Vous n'êtes pas à Bruxelles par hasard, hein, parce que vous recevez un prix Oui. dans le cadre du Festival de la bande dessinée. C'est pour ça que vous étiez à Bruxelles, le prix Atomium de la BD citoyenne. Ça fait plaisir de recevoir un prix ou c'est anecdotique quand on est un auteur de BD? Ah non, ça fait très plaisir. Au contraire, on va pas se mentir. Je pense que c'est un livre dont je suis très fier et je suis content que le jury ait choisi pour le prix. Voilà, donc ça s'appelle La Maison des Femmes. C'est aux éditions Delcourt, dans la collection Ancrage. Nicolas Wilde, vous aviez déjà eu un prix, hein, je pense, un prix France Info de la BD documentaire. C'est pas ça que vous aviez eu dans le passé? Si, mais pour Institut Zarathustra, pas pour ce livre. Voilà. Et le prochain livre, vous retournerez en Afghanistan? Non, le prochain livre, c'est une collaboration avec 12 journalistes, dont 2 Belges d'ailleurs, où on va raconter le siège de Mossoul entre 2016 et 2017.
Donc le titre provisoire, c'est Mosul Connection. Voilà, et donc ça sortira bientôt. Oui. Vous dites oui, il est fini ou il n'est pas fini? Oh, il est bien commencé. Il est bien commencé. Merci Nicolas Wild. Est-ce que vous aimez le jazz? Beaucoup. Beaucoup. Est-ce que Oui. vous connaissez Eve Bevens? Pas encore. Pas encore. Eh bien, vous allez la découvrir maintenant. D'accord. Eve Bevens, est-ce que vous pouvez vous présenter à Nicolas Wild? Ben, je suis pianiste de jazz, je vis à Bruxelles. Voilà. Voilà. Ouais. Enchanté. Oui, ça c'est la présentation minimum. Hein, Oui, mais je sais plus de choses que lui, que de moi, donc je ne vais pas me dévoiler tout de suite comme ça non plus. Hein. ouais. Bah alors on va parler du projet pour lequel vous venez, parce que vous êtes pianiste, donc il vous arrive évidemment d'enregistrer et de faire des concerts en solo. Mais on va parler d'un quartet que vous avez avec un saxophoniste suédois, Michael Godet, qui va notamment se produire dans le cadre du Saint Jazz, hein, donc le Saint Jazz Festival à Saint-Josse la semaine prochaine. Comment vous avez rencontré Michael Godet? Ah, en fait, c'était assez surprenant et anecdotique. Il était ici en tournée avec son groupe Corpo. Et il y avait un flyer qui traînait sur le bar de la Jazz Station d'un concert auquel je l'ai participé. Et il a regardé le flyer, il se dit tiens, c'est peut-être quelqu'un de chouette avec qui collaborer. Et il m'a envoyé un message sur MySpace. Je ne sais pas si quelqu'un connaît encore MySpace, mais en tout cas, voilà, il était bien utile dans notre cas. Et c'est comme ça qu'on s'est découvert musicalement. Et puis son séjour suivant en Belgique, on s'est rencontrés, on a joué un peu. Ça a tout de suite été un bon clic. Et on a poursuivi, et c'était il y a plus de 10 ans. C'était il y a 13 ans, c'était en 2009. Ah ben voilà, merci. Oui. Ouais. Vous avez fait 2 albums hein, ensemble? Oui, tout à fait. On prépare le 3e, on va enregistrer le 3e en décembre. Ouais. Nicolas Wild, petit secret de fabrication. Donc vous vous baladez avec un croquis à la Maison des Femmes. Vous retravaillez vos croquis le soir. Et est-ce que vous le faites en musique ou pas? Je retravaille beaucoup mes croquis, parfois je dessine de mémoire. En musique, oui, alors ça dépend du moment de la journée. Quand j'écris des dialogues, j'ai besoin de silence, et quand je dessine, souvent j'écoute, ça m'arrive d'écouter du jazz, ou parfois des mantras tibétains, ou même des sons, parfois genre des chants de baleines, ou des trucs. Et l'après-midi, quand je fais du coloriage, là, je mets des trucs plus dynamiques, des chansons à texte. Ouais. Du rock. Vous dites coloriage, c'est intéressant parce que si j'ai bien vu, dans votre bande dessinée, il y a 3 couleurs. Il y a le noir, il y a le blanc et il y a un gris. Vous jouez pas beaucoup sur les dégradés. Enfin, c'est quoi, c'est la technique? Oui, bah, c'est une technique. Dans les coloriages, oui, en gros, le matin, je peux écrire des dialogues et l'après-midi, je peux dessiner. Il y a des moments ça dépend de l'état de mon cerveau. Mais en général, le matin, c'est là qu'on est plus productif. Je sais pas si c'est pareil pour toi, si tu joues mieux le matin ou... En même temps, les concerts, c'est le soir, non? Oui. Il faut doser, effectivement. Puis il y a chaque jour est différent. J'imagine que c'est la même chose pour toi aussi. Oui, il y a des jours où on n'a envie de rien faire. Oui. Oui, puis il y a des moments où on est vraiment focus. Alors là, c'est plus des trucs techniques comme ça. Puis parfois, j'aime bien composer après le repas du midi. Moi, c'est mon heure. Est-ce que vous faites des improvisations essentiellement, ou vous travaillez avec des partitions En jazz, on improvise, mais à partir de partitions souvent. Ouais. Puis parfois, j'aime bien aussi improviser à partir de rien, plus des sons, des choses beaucoup plus abstraites, dénuées de contexte. Ouais. Est-ce qu'il peut y avoir une journée où vous ne touchez pas un clavier? Ah oui, j'avoue. Oui. Au moins 1 ou 2 par semaine, oui. Ouais. Bon, déjà, il y a des fois où c'est pas possible. Hein. Si on donne cours, on va allaiter le matin, puis on donne cours l'après-midi, tic-tac. Donc ça y est des fois où... Mais j'ai besoin de repos. Moi, je suis plutôt taciturne, introvertie, donc j'ai besoin de silence, de solitude, etc. Donc, ouais. Nicolas Wild, même question. Vous pouvez passer une journée sans un crayon? Ah oui, très bien, oui. En général, les moments où je dessine le plus, c'est quelques semaines avant la deadline, quand il faut envoyer les pages. Quand l'éditeur appelle. Oui, il y a des moments où je peux dessiner tout le temps pendant plusieurs semaines, et après des moments où je peux ne pas dessiner pendant un mois pour reposer les doigts. Alors on ne va pas parler de musique sans écouter de la musique. On va voir un premier extrait de ce quartet de Eve Bevens et de Michael Godet. On en reparle juste après.
Voilà. Michael Godet au saxophone, F. Bevens au piano, il y a Magnus Bergström à la contrebasse et Johan Birgenius à la batterie. Nicolas Will, qu'est-ce que ça vous inspire, cette musique que vous venez de découvrir? Ça me met en joie en fait. Je trouve que c'est une musique très inspirante. Et ça me rappelle ma jeunesse quand j'avais vécu à Boston quand j'étais plus jeune. Et j'avais des colocataires qui étaient étudiants en jazz à Berkeley. À Berkeley, Oui. ouais. Et du coup, quand on faisait des fêtes, ils ramenaient tous leurs potes et notre appartement se transformait en scène de jazz improvisée. Et depuis cette époque, ça fait partie de ma vie. Ça me met en joie. C'est vrai que c'est une musique joyeuse, assez rythmée, très scandinave, j'ai envie de dire. Alors il y a sûrement l'aspect un peu des images qu'on vient de voir, mais les images elles respirent la joie. Hein. Vous avez l'air de bien vous entendre avec Michael Godet. Vous êtes co-leader à part égale. Oui, voilà. Et je pense, donc comme vous le disiez, ça fait 13 ans qu'on joue ensemble et c'est ce qui a permis, je pense, la longévité du groupe. C'est le fait qu'on se partage les aspects parfois un peu laborieux du métier de musicien, qui est de chercher les concerts, etc., organiser les tournées. Donc voilà, le fait que ces tâches-là soient diluées rend la chose quand même plus légère. Et puis le fait aussi qu'on se voit chaque fois pour des tournées. Donc on ne joue pas plic-ploc comme ça, chaque fois qu'on se voit, on passe vraiment une semaine ensemble, et des heures dans la voiture. Et donc ça crée des liens, effectivement. J'ai vraiment l'impression qu'on est un groupe, tous les quatre, à part entière. Et ça, c'est une grande source de force, de joie, la complicité, etc. Et vous tournez dans beaucoup de pays C'est surtout là, quand on tourne, c'est Belgique ou Suède. Mais on a quand même pas mal joué à l'étranger. On est allé au Qatar, on est allé en France, une très chouette tournée en France, au Maroc, en Italie. Vous êtes belge francophone, F. Bevens. Oui. Michael Godet est suédois. Vous travaillez en quelle langue? Ah, en anglais. Hein. Vous travaillez en anglais. Langue universelle. Ouais. Est-ce que jazz à la base un peu. Ouais. Donc vous serez en concert, ce sera le 23 septembre à la Jazz Station dans le cadre du Saint-Jazz. Il y a un troisième album qui arrivera, j'imagine, il sera chez Igloo. Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce que ça vous gêne et est-ce que ça va gêner Igloo si je dis que c'est très ECM comme genre de musique, la grande maison de disques allemande? Ah non, je ne m'en cache pas. Et pour moi, c'est une étiquette, un label de qualité, presque. Enfin bon, là, vous désignez plutôt un style, mais c'est clair que c'est du jazz européen. Je veux dire, on ne peut pas non plus nier le fait qu'on est tous européens. Et puis il y a ce cachet. C'est quoi jazz européen? On va être moins sur le swing que les Américains, on va être plus sur le planant et l'ambiance? Oui, voilà, en termes musicaux, c'est qu'on est quand même dans des structures plus ouvertes, où on a un peu plus d'espace. Oui, voilà, c'est une esthétique différente. Et voilà, et voilà, ce label ECM a vraiment donné un cachet au début des années 70, presque un tournant, j'ai envie de dire, à l'histoire du jazz. Bon, il y a de très grands artistes américains qui sont dessus. On va écouter un deuxième extrait, vous êtes d'accord? Oui. Ouais, et puisqu'on parlait de joie, ce deuxième extrait, c'est Did You Find Your Happiness? F. Bevens, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Donc ça, c'était une composition à moi.
Et au tout début de la tournée, voilà, le morceau était fini, mais j'avais pas de titre. Et on se retrouve au restaurant et tout le monde regarde le menu. Et puis je leur demande, voilà, en français, on dit ah, vous avez trouvé votre bonheur. Et donc j'ai traduit ça littéralement en anglais. Ils ont été surpris par l'expression. Je dis ah, voilà le titre du morceau qui manquait. Ouais. Donc il y a des morceaux que vous composez, des morceaux que Michael Godet compose. C'est comme ça que ça Oui, marche. tout à fait. Oui. Ouais. Nicolas Wild, je reviens à la Maison des Femmes. La musique a de l'importance à la Maison des Femmes, on en écoute, on en pratique. Oui, il y a la thérapie par la musique. J'avais assisté à notamment dans une séance d'un groupe de paroles sur Excision. Il y avait un thérapeute qui avait ramené des tam-tams et les femmes jouaient de la musique et se mettaient à faire des improvisations avec des percussions. Après, je ne suis pas un expert en musique-thérapie, donc je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Et il y a aussi des artistes qui sont maintenant les soutiens, hein, qui parrainent la Maison des Femmes. L'une des marraines, c'est Ina Modja, qui est une chanteuse d'origine malienne. Et il y a beaucoup d'artistes qui viennent à la Maison des Femmes, c'est vrai, et parfois des photographes ou des auteurs de BD, ou des musiciens. Mais c'est vrai qu'avec la musique, on peut guérir. Vous êtes d'accord, F. Bevens? Oui. C'est les ondes qui rentrent, c'est une espèce de... Oui, tout à fait. Ouais. Alors, 23 septembre pour votre concert à la Jazz Station. On va quand même dire que c'est dans le cadre du Saint Jazz Festival, que ça dure 2 jours, 23-24 septembre. C'est à Saint-Josse-ten-Noode sur 2 lieux différents, la Jazz Station et le Botanique. Qu'est-ce que vous avez retenu dans l'affiche? Est-ce que vous allez voir les autres artistes quand vous êtes dans un festival, F. Bevens? Ou est-ce qu'on est concentré sur son concert, on fait que ça? Ah, le jour même, moi en tout cas, je suis assez concentrée, ce qui ne m'empêche pas d'aller jeter une oreille. Mais le jour même, en tout cas, non, on réserve tout. Donc il y aura B.G. Scott dans ce festival, il y a le Fly Trio, ça c'est des grandes pointures américaines avec Larry Grenadier, Jeff Ballard et Mark Turner, mais il y a aussi Marilyn Corot, Julien Tassin, Ozen Quartet, et un petit mot, Charles Loz qui va présenter un hommage à Jean Demanet, hein, l'ancien bourgmestre de Saint-Josse. C'est donc 23-24 septembre et tous les détails c'est sur Saint-Jazz. En un seul mot, sans-be. On va accueillir un 3e artiste. Est-ce que vous allez au théâtre l'un et l'autre de temps en temps? Oui. Ouais, c'est un petit oui timide. Est-ce que vous aimez l'absurde? Oui. Ouais. Est-ce que vous aimez le loufoque? Oui. Ouais. Est-ce que par exemple les Monty Python au théâtre, ça vous plairait? Un croisement Monty Python, Ionesco, Dario Fo. Oh. On y va tout de suite, c'est où? Alors, on y va tout de suite et vous allez découvrir cette pièce dont on va parler maintenant. Léonard Berthet-Rivière et la pièce s'appelle Le mystère du gant. Présentez-vous. Eh bien, je suis l'auteur et le metteur en scène du Mystère du gant, qui est une pièce dans laquelle je joue également en duo avec une comédienne qui s'appelle Muriel Legrand. Ça m'a présenté ça un petit peu. Oui, c'est pas mal. Je suis français et je vis en Belgique, à Saint-Gilles. Ouais. Quand vous dites le mystère du gant, ça ne nous éclaire pas beaucoup. C'est quoi? C'est un vaudeville à table? C'est un vaudeville à table, exactement. Voilà. Alors expliquez. Alors qu'est-ce que c'est un vaudeville à table? C'est un peu comme le journal télévisé finalement, Fabrice Grosfilet, le vaudeville à table. C'est-à-dire qu'on est à table, on regarde devant nous et on a un texte. Enfin, il n'y a pas de prompteur. Voilà, sauf que c'est peut-être un petit peu plus drôle que le journal télévisé. Légèrement. Voilà. Et enfin, l'histoire, en tout cas, qu'on raconte, est censée déclencher le rire. Et c'est un vaudeville parce que cette lecture-spectacle qui finalement quitte la table, parce qu'en fait, le sous-titre exact, c'est un vaudeville à table ou presque, parce qu'à un moment, ça part en vrille, en fait. On peut dire ça comme ça. Ouais. Et quel est le rôle du gant dans l'histoire? Ah, le rôle du gant dans l'histoire. C'est intriguant. Le rôle du gant, eh bien, justement, c'est tout le mystère de cette histoire. Moi-même, je crois que je ne peux pas forcément répondre à cette question, mais ce qui m'intéresse, c'est que ce soit les spectateurs, finalement, qui se disent « Ah d'accord, le mystère du gant, j'ai un peu saisi que ça parlait de quelque chose de l'ordre d'où l'on vient et où l'on va ».
en gros. Donc c'est à voir au Théâtre National, hein, c'est jusqu'au 24 septembre. On va voir un extrait, parce que je crois que ce sera le plus simple. Comme ça, tout le monde va comprendre un petit peu de quoi on parle, et on se retrouve juste après. Que je vous parle. Alexandrine, allez voir là-bas si j'y suis. Alexandrine sort, l'air inquisiteur. Gérard Bernimolin déroule les épreuves de papier peint sur lesquelles apparaît une main noire tous les 15 centimètres. Regardez, foutu en l'air, toute la production. On nous attaque, Couchard. C'est du terrorisme. Eh bien, mais dites quelque chose. Taisez-vous. On me vise, on veut ma peau, on veut mon papier peint. C'est une trilogie. Une trilogie? Pourquoi? Je ne sais pas. J'aime le mot, je trouve qu'il s'y prête. Vous savez qui doit venir aujourd'hui? Ma femme. Non, Couchard. Le commissaire de la folie Titon. Gérard Bernimolin agrippe Bernard Couchard. Je ne connais qu'une personne suffisamment lâche pour faire ça. Rappelez-vous sa campagne de publicité. Avec du chaud-soie peinture, fini le papier peint sur vos murs. Attendez, parce que là, vous me faites mal. Rien qu'à prononcer son nom, j'ai le poil qui se dresse. Regardez. Raymond. Ah oui. Ça te voit? Attendez. Raymond. Ah oui, ah, c'est marrant ça. Raymond. Je vais le tuer. Le tuer? Pour qu'il comprenne. Mais c'est dangereux. Vous avez raison. Vous le tuerez vous. C'est moins dangereux. Que je vous parle. Voilà, éliminer quelqu'un, ça c'est un ressort du vaudeville. Il y a une armoire, parce que dans un vaudeville, il y a une armoire. Et il y a beaucoup de personnages. Comme vous êtes deux sur scène, comment on fait pour interpréter beaucoup de personnages? Comment on fait? On travaille avec Muriel Legrand, qui est déjà une comédienne qui en a beaucoup en elle, ou en tout cas qui me permet de passer de l'un à l'autre, puisqu'on se les partage à deux. Donc il y a déjà quelque chose qui respire entre deux acteurs, enfin entre une actrice et un acteur. On essaie de donner des codes pour que le public puisse suivre les... Oui, c'est vrai, il y a 13 personnages en tout. Ouais. Et vous faites en plus le narrateur. Et alors moi je lis les didascalies, c'est ça. Ouais. Ouais, et alors on rentre, c'est un vaudeville, donc on rentre, on sort, on claque la porte, on sort le revolver, et pourtant vous n'avez quasiment jamais quitté la table. Et il y a du sang, faut le dire aussi, faut prévenir. Ouais, il y a un petit peu de sang, oui. Mais en fait tout se passe dans l'imaginaire du public quelque part. Parce que c'est ça votre travail. Est-ce que c'est ça mon travail? Ouais, c'est de, sans quitter la table, trouver tous les codes qui vont faire que on vit l'action. Oui, sûrement. Oui, sûrement. C'est essayer de donner ce qu'il faut pour que la situation existe et soit motrice du rire, en fait. Parce que c'est ça qu'on cherche. Et ça marche, on rit beaucoup. Nicolas Wilde, F. Bevens, est-ce que ça vous intrigue? Ce que vous venez de voir, ça vous pose quoi comme question? Ben, on a envie de voir la suite. Ouais. Ben, il faut aller au Théâtre National, donc ça c'est assez facile. Est-ce qu'on peut dire que c'est un théâtre des petits gestes? Ah, c'est mignon. Je ne connaissais pas. Oui, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'il y a une forme de comment on pourrait dire ça? J'appelle ça les métonymies, moi. Où on fait un petit geste pour eux. Par exemple, voilà. Ça, c'est un personnage. Bernard Couchard, il a un toupet. Donc, voilà, ça le caractérise, quoi. Quand vous faites ce geste-là, c'est lui qui parle. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Puis parfois, son toupet s'envole un petit peu. Enfin, nous, on joue ensuite avec tous ces codes qu'on installe, mais qui sont des codes pour vraiment que le public se sente pas perdu. Et en même temps, on fait appel, je crois, à comment on pourrait dire, à sa malice, quoi, à son plaisir de suivre cette histoire qui galope, c'est vrai, et qui voilà, on voit les images. Ouais. Bah, racontez, tiens, cette image, ce sèche-cheveux, c'est quoi? Ah, je sais pas si j'ai envie de raconter ça. C'est un autre mystère du gant, ça, c'est un autre mystère. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
c'est une surprise en fait dans le spectacle. Donc on ne va pas le dire. Peut-être que c'est mieux qu'on la vive en direct, mais c'est une surprise qui... Je me souviens quand est-ce qu'elle a été trouvée dans la communication du travail de mise en scène, on part vraiment de ce qui nous vient et on ne peut pas toujours être sérieux dans la vie et donc je crois vous n'êtes pas trop sérieux. Non, pas là. Et donc je crois qu'on part de cet esprit de folie, de dérision et on imagine tout d'un coup qu'ils ont des sèches-cheveux, que d'ailleurs j'appelle les fers à repasser, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, c'est absurde. Voilà, c'est absurde. Mais voilà, c'est un moment de surprise en tout cas, parce qu'il y a peut-être comme ça des moments où on ne s'attend pas à ce qui va se passer, comme quelque chose qui échappe à la logique en fait, qui nous surprend par accident. Ouais. C'est-à-dire que vous aimez bien jouer avec les codes, donc on est dans les codes du théâtre, mais on se moque un peu du théâtre, ou en tout cas on le remet en cause. On est dans les codes du vaudeville, mais on n'est pas dans un vaudeville en réalité. On est parfois dans du roman policier, mais c'est pas non plus du roman policier. C'est ça qui vous amuse? Ça nous amuse et j'aime bien parler d'hommage. Parce que oui, ça parle du théâtre. Alors, il y a quelqu'un qui travaille au Théâtre National et qui disait « Ah, mais c'est un super accès au théâtre, en fait, cette pièce. » Et j'aimais bien qu'elle dise ça parce que c'est vrai que moi, quand je vais voir des spectacles en tant que spectateur, je ne comprends pas tout dans les textes, dans les histoires. Parfois, parfois, je m'échappe un peu, parfois, voilà. Et on ne sait jamais ce avec quoi on sort de la salle de spectacle. Ouais. Et ce qui fonctionne souvent, j'ai remarqué, c'est les moments où les émotions sont partagées dans le public. C'est-à-dire que parfois les coudes se touchent un peu, des gens qui ne se connaissent pas, qui ne viennent pas forcément des mêmes classes sociales, et puis qui rient en même temps. Et moi j'aime bien ça. Je me suis complètement égaré de votre question là, par exemple. Non, c'est très bien. Est-ce que vous tournez le théâtre en dérision dans ce spectacle? Je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire. En tout cas... on parle même de Bertolt Brecht à un moment. Hein. C'est vrai, on parle de Bertolt Brecht et de la distanciation. J'ai un regard là-dessus. Ouais, on joue à ça, mais à nouveau, c'est plus pour déclencher de la surprise et de l'inattendu, plutôt que d'avoir des théories sur ce qu'il faudrait ou ne faudrait pas faire au théâtre. Alors, je crois que voilà, c'est plus la démarche. F. Bevens, Nicolas Wilde. Quand j'emploie par exemple le mot dérision, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez utiliser dans votre art à vous? Est-ce qu'on peut tourner la musique en dérision quand on est une grande musicienne, ou est-ce qu'on peut tourner la bande dessinée en dérision? Pas sur le thème de la Maison des Femmes, c'est trop sérieux, mais sur un autre registre. Personnellement, comme ça, brûle pour point, je dirais non. C'est quelque chose, pour moi, c'est trop sérieux. Ouais, ou je le prends peut-être trop au sérieux, vous allez me dire. Hein. Mais je lisais une interview de Sonny Rollins, je ne sais plus comment il formulait ça, mais il disait, mais on est occupé avec quelque chose de sérieux. On n'est pas en train de s'agiter là comme des pingouins. Enfin, je veux dire, moi, dans la musique, je recherche quelque chose de profond. Et si c'est... Après, la dérision, je la trouve très, très utile dans la vie. Et puis, parfois, il faut se décaler de soi-même. Mais pour moi, l'acte artistique, être sur scène, jouer, même jouer à la maison. Non, on ne fait jamais ça pour rien. Je ne fais pas ça pour rire. Non, pas du tout. C'est pas de la légèreté. Mais parfois, il y en a, hein, mais la légèreté, c'est pas la dérision non plus, c'est encore autre chose. Nicolas Wilde. Moi, j'aime bien, quand je me mets en scène dans mes albums, bon, pas forcément dans celui-là, mais j'aime bien rigoler et faire rire mes lecteurs. Ouais. C'est de l'autodérision, ça? Oui, l'autodérision. Après, sur certains sujets, mon premier livre sur l'Afghanistan était écrit comme une comédie, par exemple. Une comédie qui se passe dans un pays en guerre, donc c'est une forme de dérision. Où je me moquais un peu des gens, des humanitaires ou des gens qui viennent d'Europe pour reconstruire le pays sans le connaître. Enfin, une espèce de... La géopolitique, il y a beaucoup de dérision un peu cruelles parfois, ouais, en géopolitique. Léonard Berthet-Rivière, ça pourrait marcher pour vous? C'est la situation que vient de décrire Nicolas Wilde, ça pourrait vous inspirer? Pour faire une pièce? Oui. Oui, sûrement. Mais en fait, moi, je ne me considère pas comme un auteur de théâtre. J'ai écrit Le Mystère du Gant par goût et par hasard presque. Et là, dire que je pourrais m'emparer d'un thème comme ça me paraît trop grand pour moi. Mais peut-être qu'il faut le vivre pour s'en emparer. Enfin, comme toi, c'est vrai que c'est plus facile de faire de l'autodérision, de se moquer de soi-même, donc de choisir une situation bizarre et après il y a des moments quand on écrit sur soi-même, on n'a
presque envie qu'il vous arrive des choses bizarres pour pouvoir le raconter ensuite. C'est un peu une déformation professionnelle. Mais c'est une soupape aussi, Nicolas Will, non? Oh oui, oui, oui. Quand on est confronté à quelque chose de dur. Oui. Ouais. Léonard Il Berthé-Rivière, a je reviens à vous. On va quand même dire 2-3 choses sur le spectacle. Il y a une grosse production quand même. Il y a des moustaches. Ah oui, Oui. il y a des moustaches qui tombent, il c'est-à-dire y a qui ne marchent pas. Ouais. Mais ça marche que ça ne marche pas. Ouais. Et il y a des ballons. Ça, c'est une moustache. Ouais. Oui, Ouais. oui, elle porte une moustache. oui. Ouais, mais il y a une galerie de moustaches. On a casté des moustaches. Il y en a plusieurs. Complètement. C'est Ouais. très précieux, les moustaches. Ouais. Est-ce que moi j'ai vu une représentation, c'était encore une étape de travail, parce que le spectacle va vraiment être créé la semaine prochaine au National. Je vous ai vu parfois rire vous-même. Est-ce que vous êtes sérieux du début à la fin, ou est-ce qu'il y a des moments où la situation, même à vous, auteur, comédien sur scène, vous échappe? Mais j'aimais assez bien ce que tu disais, Ève, sur le fait de prendre les choses au sérieux, mais sans se prendre soi au sérieux, en fait. Et comme je dis qu'on essaie de déclencher le rire à travers les accidents qu'on provoque, qui sont écrits, mais qu'on interprète, ce serait dommage de se dire, les accidents qui nous arrivent à nous, on ne les assume pas. Et donc, dans le travail, je dis souvent avec Muriel, on se dit, les fous rires, s'il y a quelque chose qui vient, qui nous échappe, c'est l'accident, on l'utilise, quoi. Il y a des accidents dans les accidents. Il y a des accidents dans les accidents, et puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup au théâtre aussi, à nouveau en tant que spectateur, des grandes qualités de présence, parfois, se rencontrent au travers d'un accident. Et je me souviens, moi j'ai ce souvenir très fort de Damien de Schrijver, je ne sais pas exactement comment je dois prononcer son nom, qui est un des comédiens du TG Stan que je voyais dans Le chemin solitaire de Schnitzer au KVS. Et je me rappelle très bien, il a accompagné une spectatrice qui était prise d'une quinte de toux pendant qu'il jouait. Il s'est arrêté, il était bord plateau, il lui a tendu la main pour l'aider à sortir du public parce que vraiment elle ne savait pas se reprendre. Et il a continué à jouer. Et c'était un accident, c'était pas prévu, et en même temps, ça a donné toute la logique du moment de ce qu'il était en train de faire sur la ligne sur laquelle il était en train de jouer. Et donc ici, dans le mystère du gant, oui, c'est sérieux de faire rire parce que nous, on travaille à ça, donc ça reste quand même une forme de mécanique. Et à la fois, oui, on se laisse surprendre aussi, et ça n'empêche pas cette complicité qui, je crois, aussi est transmissible, parce que si on voit que nous, on est heureux au plateau, entre nous et avec ce qu'on fait, je crois que c'est ce qu'on transmet aussi. La joie de jouer au piano, la joie de dessiner une bande dessinée, ça doit se sentir sûrement dans l'objet final qu'on présente. Ouais. Vous avez dit mécanique, c'est important parce que c'est très très rythmé, hein, donc ça va très 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 vite, votre prestation. Je voudrais, allez, je m'arrête un instant. C'est quoi la différence entre la lecture et le jeu pour un comédien? Je sais pas, j'ai pas bossé mon pas examen. révisé. La différence entre la lecture et le jeu. Parce que c'est une lecture, mais en fait c'est un jeu. Oui, en fait nous on joue avec la lecture, donc c'est un jeu de lire. Simplement on n'a pas appris le texte par cœur parce c'est comme si on le découvrait en même temps que le public, quoi. Et le fait de ça s'est imposé, ce principe s'est imposé à lui-même. En fait, c'est un procédé. La lecture jouée qui s'est imposée à ce vaudeville aussi parce que je n'imaginais pas le monter dans un décor. Je n'imaginais pas le monter avec 12 ou même 10 acteurs ou actrices. Ouais. Ça ne faisait pas de sens pour moi. Je trouve que ce procédé vient raconter quelque chose de du geste sur le vaudeville aujourd'hui aussi. Enfin, je sais pas où a cette phrase, mais Voilà. La suite, ce sera sur scène au Théâtre National. Ça commence le 16 septembre et c'est visible jusqu'au 24 septembre. Voilà, alors peut-être plutôt jusqu'au 22 pour pouvoir aller voir les 23 et 24 au sein Jazz. Ouais. Est-ce que vous irez vous voir les uns les autres? Est-ce qu'on vous a donné envie de vous découvrir? Oui. Mais venez à Lyon, parce que moi j'habite pas à Bruxelles. Donc il faut aller à Lyon. La BD c'est plus facile, on peut l'acheter facilement, elle est partout. Oui. Hein, donc la Maison des Femmes, 23-24 septembre, le Saint-Jazz Festival, mais il y aura bientôt un album, Ève de Venne, j'ai bien entendu? Oui, tout à fait. Ouais. Et donc le mystère du gant au Théâtre National. On va vous remercier tous les trois.
d'avoir merci participé à cette émission. On va se quitter avec un micro ouvert. On donne la parole à un jeune artiste chaque semaine. C'est de nouveau quelqu'un qui est dans on va dire dans l'atmosphère de la littérature. En tout cas, il a créé un podcast où il partage ses textes. C'est très bien mis en ondes, ce partage des textes sur son podcast. Il a écrit un petit texte pour nous. Ça s'appelle « Je me suis relevé dans l'orage » et c'est Jonathan Nguyen. Matin glacial de février, sous les bombes météorites qui fendent le ciel embrasé, mes oreilles assourdies crépitent. Course folle au métro et à la gare, tonnerre de trains surpeuplés, les femmes et les enfants d'abord, mon monde et mon souffle coupé. De Kiev à Lviv, je vois le monde défiler, le soleil rouge poudroie des cendres sur des villes presque exsangues, les yeux se noient dans des larmes scintillantes où s'abreuve la nostalgie. J'attends, sur le fil d'une vie dont le tissage est suspendu. J'attends, précipice au bout des doigts. J'ignore qui me tendra la main pour sauver mes rêves en éclats. J'attends la frontière d'un nouveau monde, l'espoir d'un salut, la fin des bombes. J'ai payé le prix fort pour finir arrêté, pour voir les autres s'enfuir sans moi. Mes entrailles se glacent, en mon âme, je sais pourquoi. Morsure de la neige au visage, membres brûlés par le froid. Autour de moi, les cris, les pleurs, fusils pointés sur mes flancs, je ne vois que le souffle du néant. De lointaines mémoires remontent, elles disent l'exploitation des corps, elles disent la vie, la mort en un instant quand on est noir et qu'ils sont blancs. Morsure de la neige au visage, à l'oreille, mes ancêtres me rappellent d'où je viens. Congo, je ressens tes pulsations, je revois tes couleurs éclatantes, bleu ciel de la paix, rouge du sang des martyrs, jaune de l'or qui n'a pas été pillé. Je me souviens de ta canopée tropicale, de tes airs de rumba qui apaisent le silence, mon silence engourdi et monacal. Ukraine, tu es celle que j'ai choisie, celle dont j'ai appris la langue, celle qui m'a mordu au visage. J'ai tenu bon devant ta violence. J'ai lutté pour ne pas être enrôlé dans ce conflit qui n'est pas le mien, dans cette histoire qui ne m'appartient pas. J'ai avalé ton mépris comme on avale des couleuvres, sans jamais baisser les yeux. Je me suis relevé dans l'orage, j'ai parcouru tes blancs rivages. Je te quitte, le cœur lourd, mais tu te redresseras fièrement, et je reviendrai, tambour battant. Me voici donc, Belgique, terre murmurée par mes aïeux dans mes songes fiévreux. Pourquoi me regardes-tu avec méfiance quand tu accueilles les Ukrainiens comme s'ils étaient tes frères et sœurs? As-tu oublié que tu as pris nos mains, que tu as récolté jusqu'à nos larmes mêlées aux sanglots des caoutchoucs? Face à la mémoire bafouée, je ne peux taire ma colère qui bout, cette colère qui me tient debout. Moi qui me suis relevé dans l'orage, moi le prodige parti étudier, moi le réfugié qui dort dans la rue, je t'appelle à me donner tort, Belgique, je t'appelle à ouvrir tes bras, à montrer que ton cœur est grand, si grand en fait que chaque être peut sans crainte vibrer à l'unisson. Toi, qui écoutes ce poème, n'oublie pas. La guerre fait rage dehors, mais coule d'abord en nous comme un poison tempête que seule la lumière peut dissiper. Je me suis relevé dans l'orage, phénix qui renaît de ses cendres, fils du cœur de l'Afrique, porte-voix flamboyant, pour lever le voile sur l'humanité. Je me suis relevé dans l'orage, texte de Jonathan Nguyen. Si vous avez aimé le style de Jonathan Nguyen, sachez qu'il est l'auteur d'un podcast de création littéraire. Il a déjà posté 18 textes, ça dure entre 5 et 20 minutes. Il y a un magnifique habillage sonore, ça s'appelle Des mots suspendus. Donc des mots suspendus, Jonathan Nguyen, vous trouverez ça sur toutes les plateformes de podcast. Merci d'avoir suivi Connaissez-vous, on se retrouve la semaine prochaine.